Voilà, merci à tous d'être présents pour ce deuxième Café Marxiste de l'année 2020. Nous allons aujourd'hui parler enfin un petit peu d'écologie. On n'avait pas encore prévu ça sur notre dernier semestre 2019. Mais avant de laisser la parole d'une part à notre éditeur et puis à notre brillant écrivain et néanmoins camarade, bien sûr, Guillaume Suin qui va nous parler de l'écologie réelle. On voit le livre, oui, voilà, édité par les éditions Delga. Je voulais tout d'abord vous parler de... Je vais faire la publicité, après tout, il n'y a pas de raison, nous aussi, on sait faire de la com. Voilà, je voulais vous parler de plusieurs choses avant que nous commencions, et puis Émeric vous parlera tout à l'heure directement, vous introduira directement la conférence d'aujourd'hui. Moi, je voulais vous parler de tout un tas de choses, de tout un tas de choses qui sont, voilà, elle fait bien du bruit, tout un tas de choses qui sont éditées soit par les éditions Delga, soit par nous-mêmes. Donc, je voulais vous parler d'Étincelle, qui est une revue sur laquelle nous sommes plusieurs à travailler avec des articles de philo, d'éco, d'histoire, et plus précisément, alors là je ne l'ai pas encore parce qu'il est sous impression, il y en a un qui arrive d'ici la fin du mois de février, qui est une revue spéciale histoire et qui sera destinée à, je l'espère, à beaucoup d'étudiants et de professeurs, qui est un numéro beaucoup plus gros. Je ne peux que l'annoncer pour le moment parce qu'on ne sait pas encore le prix de l'envoi. La Poste ayant été privatisée, on a des prix qui ne sont plus du tout compétitifs. Oui, donc pour le moment, je ne peux que l'annoncer. Voilà. Il y a des ouvrages édités aux éditions Delga aussi, à part celui de Guillaume, qui sont aussi en vente et que je vous recommande vivement. Celui de Georges Gastaud, voilà le tome 5. Mais il y a 4 tomes précédents de philo. Et dans le tome 3, un des chapitres est dédié à Guillaume. Voilà, et le tome 3, effectivement, qui parle d'écologie. C'est incroyable parce que c'est une lecture qui paraît tellement évidente que quand on lit tout ça, c'est bavé quand même, hein, faut être honnête. Et je dis, mais je n'arriverai jamais à lire tout ça. Eh bien oui, on peut. J'y arrive. Donc voilà, et je vous le recommande vivement. Je vais laisser la parole maintenant à notre ami et éditeur Émeric, qui va vous parler effectivement de l'ouvrage que je remontre encore une fois, celui de Guillaume sur l'écologie réelle. Bonjour à tous, très content de voir le Café Marxiste continuer comme ça en fanfare, et on espère qu'on continuera aussi bien sûr l'année prochaine. On en est certain. D'ailleurs, l'année prochaine, il y aura sans doute le 3e tome de cette magnifique trilogie de Guillaume Suin, parce qu'il y avait un premier tome, peut-être on n'en a pas parlé assez entre nous, c'est l'évolution, la propre Marx, dépasser la légende noire de Lysenko, préface de Georges Gastaud. Celui-ci, dont on va parler aujourd'hui, c'est l'écologie réelle, une histoire soviétique et cubaine, préface de Victor Dedage. Et il y en a un 3e qui est en préparation, sur Oparine et les origines de la vie. Oparine qui était le savant soviétique. Alors, je trouve ça particulièrement intéressant d'aborder le sujet de l'écologie à travers l'œuvre de Guillaume. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, c'est un sujet beaucoup trop consensuel. Non pas que des mesures soient prises, mais la façon dont on aborde la question, s'il s'agit d'être pour ou contre la pollution, tout le monde est contre. Enfin, tout le monde a envie de vivre dans un environnement sain, c'est une évidence. Après, si on commence à poser des questions politiques, quel régime politique en fait, est le mieux à même de prendre en charge en fait, la défense de la nature, se pose quand même la question difficile de la souveraineté en fait, nationale, mais qui veut dire certainement souveraineté populaire. Et donc les 2 exemples de pays socialistes que prend Guillaume dans son livre, c'est-à-dire Cuba et l'URSS, sont des pays où vous avez une appropriation collective des grands moyens de production d'échange, c'est-à-dire ce sont des pays socialistes, et ce sont donc des pays qui ont, dont le bilan en matière d'écologie et de défense de l'environnement est à faire et est particulièrement intéressant. Et là, toutes les idées reçues sont absolument balayées. Alors déjà, il y a quand même des évidences factuelles à rappeler, c'est que Cuba a tous les prix de défense de l'environnement
mais aussi parce que la question en fait, de la durabilité en fait, de son écosystème s'est posée ne serait que par l'encerclement, parce que nécessité fait loi, et aussi parce qu'ils ont des agriculteurs qui sont extrêmement formés, donc qui ont justement une connaissance presque d'ingénierie agricole, qui leur permet aussi de ne pas faire n'importe quoi avec les sols. Ça, c'est une première chose. Et pour le RSS, moi j'avoue que quand j'ai lu ce que disait Guillaume, je suis complètement tombé de ma chaise. Les premières, ça va en compte de toutes les idées reçues, les premières zones naturelles protégées, les Apoviers de Niki, c'est en URSS et ça date de 1918. Le premier plan d'agroforesterie, c'est 1948. Alors à l'époque, on se moquait de l'URSS justement en disant que nous, en Occident, l'industrie chimique, c'est beaucoup plus efficace. Et on leur faisait la leçon. De même, Guillaume a montré donc, c'est la grande affaire de l'après-guerre qui avait sur l'affaire Michourine et Lysenko sur la question de l'hérédité des caractères acquis, où on a l'impression d'une véritable défaite en race compagne de tout le corps soviétique. Et c'est vrai qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, comme par exemple le fait de dire qu'il y a une sens bourgeoise et une sens prolétarienne. Mais en lisant le livre de Guillaume, on s'aperçoit, il montre même des citations, où même Staline disait qu'il était contre cette distinction, qu'il la trouvait absurde. Donc déjà, il faut reprendre le sujet. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à l'époque, justement, où l'Occident faisait cette propagande pour l'industrie chimique, en se moquant de l'URSS, tout en se moquant de l'URSS, la conception de la biologie et des sciences nat qu'il prenait, c'était le tout génétique. Hein. Et les banques de sperme de prix Nobel, et autres délires, ça venait pas de l'autre côté du rideau de fer, ça venait par chez nous. Donc c'est très intéressant de refaire justement, de revenir dans la guerre froide, les contextes de la guerre froide par rapport à cette question extrêmement essentielle qui est la question donc, des sciences naturelles. Et donc c'est vrai qu'il y a un lien entre ces deux livres, entre l'évolution de la profondeur Marx et l'écologie réelle. J'allais dire peut-être pour le profane, je pense qu'il faudrait mieux commencer pour l'écologie, mais je pense qu'il faut aussi lire l'autre livre, et puis le prochain qui va venir, peut-être que Guillaume pourra peut-être aussi anticiper. Mais pour l'instant, aujourd'hui, il va nous parler donc justement de ce phénomène qui est en fait la défense de l'écologie en URSS. Ah, je n'ai pas oublié de dire une chose, c'est vrai que les gros problèmes qui ont eu lieu en Union soviétique, pour lui, sont quand même dus sont arrivés plutôt à partir de Khrouchtchev et surtout de Gorbatchev. Donc, quand on parle de l'URSS, on parle quand même d'une certaine période de l'URSS. Voilà, je passe la parole très vite. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et merci pour l'invitation. Ça me passionne toujours de venir discuter de mon travail collectivement. Ça stimule aussi ma réflexion à moi, hein, qu'on puisse avoir un échange après l'intervention. Je vais essayer d'éviter de partir dans tous les sens. Mais tu as bien résumé effectivement le propos, dans le sens où... D'ailleurs, pour partir de cette idée qu'on a parlé pendant longtemps, y compris dans ma jeunesse, quand je faisais des études de biologie, de Lysenko comme d'un épouvantail, théoriquement, politiquement, etc. Et qu'en réalité, ce que je découvre, c'est qu'il ne suffit pas, enfin, il ne s'agit pas de défendre Lysenko, mais de défendre une certaine agronomie et une certaine science soviétique, malgré lui, quelque part. Je dirais même plus loin, je pense que on peut faire une opposition entre comment on voyait l'écologie en Union soviétique jusqu'à à peu près les années 50 et un découplage entre la science et la politique, paradoxalement. Et c'est ce qui explique peut-être que ce fameux Lysenko est tombé en disgrâce après Khrouchtchev en réalité. C'est-à-dire qu'il est resté à l'honneur sous Khrouchtchev alors que le modèle qu'il avait promu dans les années 40 a été complètement rejeté. Ce qui veut dire que quelque part, on a promu un modèle malgré Lysenko. Lui, il a continué son chemin de scientifique, après avec les idées, les avis qu'on peut avoir sur lui. Je pense que c'est pas forcément le centre de la discussion maintenant, mais de garder l'essentiel des questions sur l'écologie et qu'est-ce qui a été mis en pratique. C'est pour ça que le livre s'appelle l'écologie réelle, un peu comme le socialisme réel, vous voyez. On en parle d'un point de vue théorique et puis on en parle aussi d'un point de vue historique, qu'est-ce qui s'est fait concrètement. Et quand on parle d'écologie, y compris à gauche, puisque beaucoup d'écologistes se positionnent à gauche sur le théâtre politique français, encore, enfin, c'est de moins en moins vrai, mais enfin, des écologistes sincères se disent de gauche parce qu'ils estiment que le capitalisme détruit la nature. Eh bien, il y a eu une écologie réelle, c'est-à-dire une écologie qui a été mise en application
Alors, il y a plusieurs sujets, mais si on se restreint à une période de l'Union soviétique, qui va des années 20 jusqu'aux années 50, et puis la période récente de Cuba, qui est peut-être plus connue, mais qui... ça pose aussi un problème de la part des écologistes de ne jamais entendre parler des succès de l'agroécologie cubaine, alors que normalement, c'est eux qui devraient être les premiers promoteurs de ces réussites-là, hein, qui ont été couronnées par l'ONU. Enfin bon, c'est pas Moscou qui les a couronnés, hein, c'est vraiment des prix. Alors évidemment, on explique les choses à Cuba en disant bah oui, ils sont sous blocus, ils sont obligés, ils peuvent plus importer, etc. En réalité, leur succès en agroécologie, je le dis tout de suite avant de commencer mon propos, évidemment vient après une période d'alignement sur l'agronomie soviétique, qui était une agriculture intensive, mais qui elle-même s'était alignée sur les États-Unis du temps de Khrouchtchev. Donc quelque part, la période spéciale était une période funeste pour Cuba, hein, mais c'était le point de départ de nouvelles réflexions sur l'agronomie, et quelque part une façon de renouer avec un certain passé soviétique, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Voilà, donc sur le contexte politique, moi ce qui m'intéresse, c'est justement de montrer, bon alors, si on parle d'écologie actuellement, on parle avec des explications bizarres, parce que c'est devenu de la politique au départ, et moi j'en sais quelque chose, j'ai étudié aussi sous cette forme, c'est une science l'écologie concrètement. C'est une façon d'envisager l'agronomie, c'est une façon d'envisager les écosystèmes et la biosphère de façon générale. Bref, on l'étudie en tant que science concrètement. Et cette science n'a pas été entièrement inventée par les soviétiques, mais ils en ont aussi une large part dans l'histoire des sciences. Aujourd'hui, l'écologie, ça n'est plus une science, c'est devenu presque un paradigme ou une façon de penser systémique qui s'organise sur... c'est un changement qui date d'il y a une vingtaine d'années concrètement, hein. On entend parler d'écologie tout le temps, de tout point de vue, enfin à tous les niveaux de la société. Et pour moi, c'est ce qu'on appelle, s'il devait y avoir une définition à ce que c'est que le totalitarisme, c'est-à-dire une façon de présenter les choses, une totalité qui exclut toute autre forme de pensée, l'écologie fait partie de ce qu'on pourrait définir comme étant le totalitarisme. Moi, je ne suis pas philosophe et je n'ai pas d'avis sur le mot en tant que tel, hein, totalitaire, mais s'il fallait définir ce que c'est que le totalitarisme aujourd'hui, ce serait vraiment ça. C'est-à-dire, c'est une façon de penser qui s'applique en économie, qui s'applique en politique, qui s'applique en idéologie, enfin d'un point de vue idéologique et d'un point de vue philosophique. Et pour des raisons très diverses, mais qui coïncident très bien avec le contexte actuel de développement de la crise du capitalisme, hein, tout simplement, et au niveau justement de l'Occident impérialiste. Au niveau de l'économie, vous connaissez peut-être Malthus, oui. Le malthusianisme, qui est une vision purement économique, mais qu'on applique aujourd'hui quand on parle de décroissance, et une grande partie du mouvement écologique actuel se réclame de la décroissance. La décroissance, c'est le fait qu'on est trop nombreux, et que donc il faudra se partager la peau de chagrin des surfaces agricoles d'une autre façon, avec une forme d'austérité heureuse. Enfin, vous connaissez les mots, hein. Bon, concrètement, on n'est pas dans le malthusianisme radical du 19e siècle, mais c'est quand même un truc qui revient. Et d'ailleurs, les décroissants sont souvent accusés justement d'être malthusiens. Entre parenthèses, l'agronomie soviétique était en pointe dans les questions d'agroécologie, concrètement, même si je n'utilisais pas le terme en tant que tel à l'époque, hein, le terme n'était pas là, mais les techniques étaient là. Eux n'ont jamais parlé de productivisme ou de décroissance, de productivisme contre la décroissance. Au contraire, considéraient que les producteurs, producteurs agricoles devaient produire plus. Mais c'est pas plus pour faire du business, c'est plus pour nourrir tout le monde, et mieux. Donc ça, c'est pas l'explication productiviste qu'on sert aujourd'hui. En politique, l'écologie, c'est aussi une sorte de substitut à une certaine domination marxiste sur la gauche jusqu'à un certain point, jusqu'à il y a peu. Hein. Je parle en France, mais ça va exister aussi dans d'autres pays. Pour moi, c'est une forme de recomposition de la social-démocratie en déliquescence, quoi, qui cherche une nouvelle théorie et qui trouve ici une forme d'interclassisme où on est tous dans la même galère, on a un seul problème à résoudre et
tous les problèmes, disons, de lutte de classe, concrètement, passent au deuxième, par rapport à ces sujets-là. Et ça plaît bien, y compris aux jeunes. Moi, je suis prof, je peux vous le dire, c'est quelque chose qui touche énormément les jeunes, et les jeunes de milieux populaires, bizarrement. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. Exactement comme la social-démocratie, à une certaine période, fonctionnait pour les gens qui étaient anticommunistes, mais de gauche, vous voyez, enfin, qui étaient de gauche, mais quand même, il ne faut pas aller trop loin. Voilà, donc ça c'est au niveau politique. Au niveau, comment dire, au niveau idéologique, l'écologie c'est aussi une façon de revoir, enfin, une façon d'être nostalgique par rapport à une sorte de passé fantasmé du Moyen-Âge. Vous savez très bien, quand on parle de décroissance, on parle d'antiproductivisme, on veut revenir aux techniques d'avant, qui marchaient bien, qui étaient, comme on dit, le système agro, sylvo-pastoral, des choses comme ça, qui fonctionnaient très bien au Moyen-Âge, et qui sont en lien avec une certaine nostalgie qui peut être effrayante d'une certaine façon, puisque quelque part, c'est la définition même de ce qu'on appelle la réaction sur toute la ligne. C'est-à-dire, moi, quand j'étais petit, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire réactionnaire. Mon grand-père, il disait toujours réactionnaire, réactionnaire. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. C'était le contraire de progressiste. Mais réactionnaire, là, on a un exemple d'une vision réactionnaire, c'est-à-dire qui veut revenir en arrière contre une période qu'on pourrait caractériser comme du capitalisme, mais que eux caractérisent comme les problèmes que pose la science en tant que telle, en dehors de la lutte des classes. Donc c'est pas du tout l'approche, ni à Cuba, ni en URSS à une certaine époque, hein, c'est plutôt le contraire. L'agroécologie, c'est plus de science et pas moins de science, au contraire. Parce que c'est plus compliqué et plus coûteux. Voilà, je vais y venir rapidement. Et enfin, un truc que je voulais dire aussi, parce que ça commence à m'intéresser aussi beaucoup cette histoire, mais l'écologie fonctionne aussi très bien avec la philosophie à la mode, d'un point de vue philosophique encore plus au-dessus de ce qu'on appelle le postmodernisme. Parce que le postmodernisme, qui est une rupture radicale, une tentative de rupture radicale avec le marxisme, dans la philosophie, se fonde au moins en partie sur une notion qui s'appelle l'individuation. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Mais l'individuation, bon alors, l'individuation, c'est le fait de ne plus considérer... Alors c'est le contraire de la lutte des classes, quoi. Hein. C'est pas une masse contre une élite, c'est chaque individu contre les masses. Donc ça peut s'appliquer à plein de choses, mais ça s'applique aussi à l'écologie, quelque part. Je veux dire, on est chacun en train de fermer son robinet quand on se brosse les dents, et tous les autres sont des salauds parce qu'eux, ils laissent ouvert, quoi. Et ça marche très très bien, ça permet à chacun de faire des bonnes actions, d'être dans un tunnel, voilà, dans la bonne direction, et que tous ceux qui ne feraient pas ça sont des salauds. Évidemment, les ouvriers qui vont faire un piquet de grève en brûlant des pneus sont les premiers concernés par ce genre de calomnie. Voilà. Donc, postmodernisme, c'est aussi un aspect... Distribuer les tracts, parce que là, les tracts, bien sûr, maintenant on a un peu honte de distribuer les tracts, c'est rien du papier, quoi. Voilà, donc... Vous voyez que c'est pour ça que je dis que c'est totalitaire, parce que ça touche toutes les formes de tentatives de rupture avec une période marxisante, ou de domination y compris marxiste dans le domaine intellectuel, politique, etc. Et pourtant, si je reviens au fondement de ce que c'est que l'écologie, c'est-à-dire la science, on peut être surpris par le fait que les soviétiques, jusqu'à une certaine époque, et les cubains aujourd'hui, mais on pourrait rajouter, si vous voulez, on en parlera après, jusqu'à un certain point la Chine, par exemple. Vous avez entendu en Chine la fonction de l'État sur des planifications qui s'étalent sur 70 ans, hein, pour reforester. Voilà. On sent que quand on parle d'écologie réelle, c'est-à-dire celle qui ne fait pas c'est pas des COP21 et tout ça, c'est des trucs qui se font réellement, qui ne sont pas fanfaronnés, l'État est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il faut une organisation concrète du travail, et il faut aussi des sous. C'est un budget, en fait, l'agroécologie. C'est un budget de faire une transition énergétique. Tout ça est extrêmement coûteux. Un élément peut-être qui nous rattache à l'histoire de France, mais dans l'immédiat après-guerre, à la Libération, Marcel Paul, qui était le ministre communiste de l'industrie, et aussi le père d'un projet de construction de barrages hydroélectriques extrêmement important. Il y a un potentiel, hein.
en France. C'est pas le cas à Cuba, par exemple, il n'y a pas de rivière suffisante pour faire ça. On sent que des barrages hydroélectriques qui sont des formes d'extraction de l'énergie propre, donc pas épuisable, mais chantiers qui vont durer 10 ans, quoi. Donc aucun patron dans le privé ne sera capable, et bien sûr il faut le racheter, il n'y a pas de problème, mais pour le faire, c'est plus compliqué, quoi. Il faut toujours attendre que l'État s'y mette. Donc c'est peut-être l'illustration la plus simple pour expliquer qu'on ne peut pas parler d'agroécologie, d'écologie tout simplement, sans parler d'État. On ne peut pas parler d'État dans ses planifications sans parler, comme tu disais, de souveraineté nationale, parce que d'une certaine façon, ce qui m'a intéressé dans ce travail, c'est de montrer à quel point l'écologie réelle dépend de volontés politiques qui ne sont pas du tout des volontés d'être à l'avant-garde de l'écologie. Ils n'ont jamais, les Cubains par exemple, ne proclament pas partout qu'ils ont eu des prix, etc. Et pourtant, quand on regarde ça de l'extérieur, eh ben, ils sont un phare quelque part. Pas pour nous, hein, parce qu'ici, les questions se posent différemment. Nous, on est dans un pays qui est l'un des plus riches du monde, l'industrie autour qui est polluante, etc. On baigne dedans, on baigne dans l'agro-business. Mais dans un pays que je connais bien comme la Tunisie, on regarde le système cubain avec de l'espoir. Les gens qui essayent de reprendre des terres et de savoir comment on va protéger le sol de façon durable s'intéressent à ce qu'on a fait à Cuba. Et donc, vous savez peut-être, enfin, vous savez sans doute que les Cubains exportent des médecins en Amérique latine et ailleurs, mais ils exportent aussi des agronomes. On le sait moins, mais c'est tout aussi important, puisque quand je parlais de l'État, l'État c'est aussi celui qui fait un système éducatif, un système universitaire capable de former donc des agronomes à un niveau beaucoup plus important que simplement d'imaginer que on va rajouter des engrais, des pesticides, etc. C'est finalement assez simple de savoir comment on va faire pour avoir telle rentabilité, quel que soit l'endroit, quel que soit le sol, on va mettre les mêmes produits, on arrase tous les arbres, on fait la bosse partout, hein, et on se pose plus de questions. Alors qu'en fait, l'agroécologie, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est une science qui vient à la fois d'un savoir en biologie, moi je suis biologiste, c'est ça qui m'a intéressé, hein. C'est comme ça que je suis rentré dedans, et puis d'un savoir de terrain, puisque les paysans sont les plus à même de connaître leur propre sol, quoi, hein, sur la durée. Et donc, le fait de savoir que dans ce champ-là, on ne va pas produire la même chose que dans le champ du voisin, quelles associations végétales on va faire pour produire plus, ou pour subsister, ou pour essayer d'honorer justement des demandes de l'État par rapport à la production agricole nationale, dans un contexte d'embargo. Mais je veux dire, de toute façon, tout système qui va se confronter, tout État, ou tout État, je dirais, populaire ou révolutionnaire jusqu'à un certain point, sera confronté à un encerclement capitaliste dans lequel il faudra qu'il assure une certaine autosuffisance alimentaire. C'est quand même la base de l'indépendance nationale, et une autosuffisance énergétique aussi. Mais ces deux choses-là sont fondamentales pour asseoir un système durable. Parce qu'on dit le mot durable, ça fait bobo, mais en réalité, la durabilité du socialisme, c'est beaucoup moins bobo. Et là, on peut l'utiliser, le mot durable. Donc, concrètement, comment ça s'est passé? Alors, je peux commencer peut-être par dire quelques mots. Je ne vais pas faire trop long, hein, peut-être qu'on va laisser après la place à des questions. Mais je peux vous parler d'un côté de l'Union soviétique jusqu'à cette période, peut-être même après d'ailleurs, hein, parce que, et puis après de Cuba. Peut-être après, je disais, parce que les choses que j'ai découvertes finalement en m'intéressant à l'agriculture soviétique n'étaient pas des expériences d'avant les années 60. Il y a eu des expériences après aussi. C'est-à-dire que le terrain même de l'Union soviétique se prêtait à des expérimentations agroécologiques, même si la volonté du pouvoir, post-khrouchtchevien, on va dire, était plutôt de s'aligner sur les États-Unis et de faire une production de malades. Bon, vous connaissez les trucs, hein, la mer d'Aral, qu'est-ce que j'ai, les sols pourris au DDT, etc. Enfin bon, les trucs qui existent ici aussi, hein, en réalité, peut-être pas la mer d'Aral, mais en tout cas tous les autres problèmes que se posent les agronomes aujourd'hui, y compris à l'INRA d'ailleurs. L'INRA était le principal promoteur de l'agroécologie, de l'agriculture intensive jusqu'à il y a peu, et maintenant eux-mêmes, dos au mur, sont forcés de s'intéresser justement à ces expériences, et ils font de grandes découvertes. Alors ça recoupe aussi cette idée d'épigénétique, hein.
pour installer un peu le contexte. Explique un peu peut-être. Je vais peut-être pas avoir besoin, on va peut-être y revenir après, mais juste un contexte ponctuel aujourd'hui. Le réchauffement climatique, on en pense ce qu'on veut. Je veux dire, moi, j'ai pas d'avis, je suis pas climatologue, mais enfin, je pense que dans les pays du Sud, ils sont directement confrontés au manque d'eau. Donc le manque d'eau, c'est un truc qui affecte l'agriculture immédiatement. Je veux dire, c'est le premier problème. Donc le manque d'eau, c'est aussi savoir quelle semence va pousser dans un contexte où on manque d'eau. Et comme les semences sont toutes sur catalogue Monsanto, enfin je caricature un peu, mais on n'a pas le droit d'utiliser les semences qu'on veut. Et en particulier, quand on s'intéresse pas pays par pays aux semences qu'on avait avant et à la diversité de ces semences, c'est pas une diversité naturelle, hein, c'est pas la nature qui nous a donné ça, c'est une diversité qui vient d'un travail paysan qui a duré des siècles. Mais cette diversité-là était en adéquation avec une diversité climatique et qu'on est en train de perdre parce que justement on réduit le catalogue à tout ce qui peut se commercialiser. Donc revenir à une diversité de semences adaptées à tel ou tel territoire, ça redevient important. Donc maintenant ils sont en train de se rendre compte qu'on ne va pas pouvoir passer à côté, et puis que finalement quand on ne met plus de pesticides, on se rend compte que les champs peut-être qu'ils produisent moins d'une année sur l'autre en termes de rentabilité, mais par contre ils sont plus résilients. Vous voyez, quand il y a des années sèches, ils produisent bien plus que les sols qui ont été dévastés par l'agriculture intensive. Donc ils sont obligés de se dire, bon là on ne peut plus faire autrement, quoi. Pour continuer de produire, il va falloir qu'on change de truc. Et du coup c'est l'idée de l'hérédité des caractères acquis. Bon alors c'est une question très, très technique hein, pour les biologistes, mais c'était vraiment l'argument, comment dire, qui remettait en cause la théorie du tout génétique qui a prévalu pendant une grande partie du XXe siècle, qu'une semence, enfin des plantes qui sont habituées à un certain sol n'ont pas forcément enregistré dans leurs gènes ce qui va leur arriver durant leur vie. Et que ces événements, c'est-à-dire des traumatismes, des stress hydriques, etc., peuvent être transmis aux générations suivantes. Et que ça, on n'a pas besoin d'utiliser de pesticides. On peut maintenant se fonder sur des capacités des végétaux à enregistrer jusqu'à un certain point, je ne vais pas développer ça, mais à enregistrer ce qui s'est passé quand il y avait des stress hydriques et à le transmettre donc sans utilisation d'intrants. C'est quand même vachement moins coûteux du coup, mais ça nécessite plus de science. C'est moins d'argent mais plus de science. Et ça, l'INRA, mais aussi beaucoup d'infirmiers, ils reviennent d'ailleurs à... L'INRA se penche sur des agronomes, des agriculteurs indépendants qui ont fait ça depuis longtemps, et puis ils leur posent des questions maintenant, en disant comment vous le faites? Bon, et on fait comme ça. Ah bon, je crois que c'était impossible, si c'est possible. Et donc ça nous intéresse maintenant. Mais ils diront jamais, évidemment, que pendant 50 ans, ils ont dit le contraire, et qu'ils ont martelé que les soviétiques qui fonctionnaient sur cette base-là étaient des charlatans et des gens qui mélangeaient la science et la politique. Alors vous voyez, d'une certaine façon, je vous ai dit tout à l'heure que le mélange de la science et de la politique, pour moi, c'est l'écologie bourgeoise d'aujourd'hui, ici. C'est eux qui mélangent la politique et la science. C'est eux. Par contre, en URSS, dans cette période, moi je ne vais pas non plus dire que c'était un paradis sur ces questions-là. Ils ont eu des problèmes agricoles extrêmement importants. C'est peut-être ça qui les a poussés d'ailleurs à expérimenter sur ce terrain-là, y compris on disait en 48, c'est-à-dire dans une Union soviétique dévastée par la guerre. Quelle folie leur a pris de développer un modèle agroécologique qui est soi-disant pas rentable, alors que la première des priorités, ça aurait été justement de développer la production agricole, quoi. Et énergétique, mais moi, je veux dire, y compris sur l'énergie, il y a des choses à dire là-dessus. Donc, eux, ils se sont fondés sur des savants qui ont été, dans leurs différents domaines, des pionniers. Alors vous avez peut-être entendu, vous connaissez certains noms, comme Vernadsky par exemple, peut-être. Non, ça vous dit rien. Je le vois ici, je vois sa tête ici sur l'étincelle là. Vernadsky, c'est un... comment dire? Alors lui, c'est pas un agronome par contre. C'est lui qui a inventé le concept de biosphère. D'accord? La biosphère, c'est-à-dire l'ensemble. C'est le fait de dire que vous avez l'atmosphère, l'hydrosphère, la lithosphère, et vous avez l'humanité. Tout ça fonctionne ensemble avec des interactions. Ces interactions, justement, méritent qu'on s'attarde justement sur le mal que pourraient faire certaines enveloppes sur d'autres, etc. Quelque part, c'est lui qui a introduit cette notion que
on pourrait nous aussi avoir un impact sur l'eau, sur l'atmosphère, etc. Et beaucoup d'écologistes se fondent sur lui. Aujourd'hui, évidemment, sans dire qu'il était soviétique, vous trouverez des rues, des écoles, Vernadsky partout en Russie jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'était un héros de la science soviétique, quoi. Bah, il n'était pas communiste. C'était même, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'était un des cadres du parti KD. Donc, c'est carrément, c'était la droite, quoi, en 17. Et lui, bon, bah, c'était un bourgeois qui était à moitié un scientifique, puis qui avait aussi une vie politique, quoi. Hein. Alors c'est bizarre, comment ça se fait qu'il n'a pas fini au goulag, celui-là, c'est étrange. Non, il a eu des médailles, il a été honoré jusqu'à après, évidemment, dans les années 60, etc., jusqu'à aujourd'hui. C'est considéré comme une des grandes figures de la science russe, mais soviétique, concrètement. On pourrait dire aussi la même chose de Pavlov, bon, ça n'a rien à voir, mais Pavlov, vous savez, le célèbre psychologue, était aussi un héros de la science soviétique, il n'a jamais été communiste. Mais par contre, sa façon de penser était quand même plus dialectique que ce qu'on pouvait faire par ailleurs en Occident. C'est toujours intéressant de voir qu'on n'échappe jamais à un lien entre, non pas la politique, mais l'idéologie et l'histoire des sciences. Il y a toujours un lien, mais ce lien est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Donc on pense qu'à l'époque, comme il y avait une coïncidence entre la pensée très dialectique et très matérialiste des agronomes de l'époque, qui pensaient tout en interaction et jamais en réductionnisme, on se dit, bah voilà, ça c'est un truc, c'est de l'application du marxisme en agronomie. Alors qu'en fait non, je veux dire, c'est l'application d'un bon sens, je dirais, philosophique, non réductionniste, à une volonté de produire et à des nécessités politiques très concrètes et très ponctuelles, très locales. Deuxième chose, alors vous avez d'autres savants, mais moi il y en a un que j'aime bien, qui s'appelle Williams, qui était l'acolyte, bon, avec quelques contradictions, mais c'était l'acolyte de Lysenko, mais enfin lui c'était vraiment un pédologue, donc c'était un pionnier dans ce qu'on appelle la science des sols, et vous savez que l'agroécologie se fonde avant tout, non pas sur les végétaux, mais sur les sols qui font pousser les végétaux, en fait. Concrètement, c'est ça. Hein. Contrairement à son nom, il était dans le camp soviétique. Oui, il s'appelle Williams, mais c'était un métis. Sa mère était américaine et son père était russe. Donc non, c'est son père qui était... Pardon, son père, évidemment. Il s'appelait Williams, donc son père était américain, mais John Reed aussi, hein, cela dit. C'était un bon américain, ça va. Donc lui, il est mort en 1939, donc il n'a pas vu l'application de ces principes en 1948 lors du grand plan de transformation de la nature. Par contre, c'est quelqu'un qui a été aussi un héros de la science soviétique, qui a encore un musée d'ailleurs aujourd'hui à Moscou qu'on peut visiter, et qui a un grand intérêt. Et lui d'ailleurs n'a pas été calomnié au niveau de Lysenko, on pourra en reparler si vous voulez, mais qui a son importance et qui mériterait d'être découvert par non pas les écologistes, mais enfin tous ceux qui sont dans la pratique de la production bio aujourd'hui. Je veux dire, ce serait intéressant justement de savoir ce que lui disait. Bon, il faut se taper des gros bouquins, plusieurs centaines de pages illisibles, vous savez comment c'est. Les éditions sociales, quelquefois, donc c'est compliqué, mais bon, quelquefois, plus c'est pas forcément traduit en français, mais je pense que ce serait un axe de recherche assez important pour les études marxistes en général, aujourd'hui, hein, pour retrouver l'héritage. Voilà. Et deuxième chose, alors ça c'est les scientifiques, mais finalement, ça reste une histoire d'hommes, alors qu'en réalité, nous parlons d'une histoire de lutte de classe et de comment on choisit un modèle par rapport à un autre à cause d'un contexte bien particulier. On peut découvrir par exemple que tout ce qui se fait à Cuba aujourd'hui, vous avez entendu parler d'agriculture urbaine et périurbaine, d'exploitation de toutes les surfaces possibles, tu avais un parking, maintenant on fait un potager, etc. Donc, de régler la fameuse contradiction entre les villes et les campagnes, justement, parce qu'à Cuba, c'est le seul pays presque du Sud qui a arrêté son exode rural et qui fait l'inverse, enfin, qui est en train de résoudre cette question, c'est quand même énorme. Que les gens qui soit se mettent au travail de la terre dans les villes pour nourrir les citadins ou reviennent dans les champs comme on dit, mais avec voilà, le budget nécessaire alloué par l'État cubain qui s'est rendu compte qu'il y avait un enjeu très important de ce point de vue-là. En URSS on faisait pareil, devinez quand, c'était pendant la guerre en fait, pendant l'invasion nazie, la fameuse agriculture urbaine et périurbaine s'était développée. Elle s'est arrêtée après parce qu'on a voulu faire autrement.
mais c'est un pis-aller quelque part, mais ça s'est fait à ce moment-là. Et il y avait eu quelques résultats, justement. Deuxième chose, alors à l'inverse, pendant cette période d'invasion nazie, ils se sont remis à faire de l'agriculture intensive. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient dans les années 30 dans un certain modèle, qui était celui de Williams. Pendant la guerre, là on change, attends, là on est dans le pétrin, il faut nourrir tout le monde le plus vite possible, et donc on remet, et en plus l'industrie militaire a des sous-produits qui sont utilisés en agriculture, les engrais sont des sous-produits de l'industrie militaire, donc on va épouler ce stock, on va le faire quoi. Bon. Mais ils ont arrêté après, c'est bizarre, et c'est à partir du moment où ils ont arrêté, la dernière famine connue en URSS, c'est 47, et c'est une famine qui est directement liée à la destruction, enfin à la guerre, quoi, concrètement. Pas une famine liée à des problèmes, je dirais, climatiques ou agricoles, comme ça a été le cas depuis le 19e siècle, on va dire. Et curieusement, ce grand plan de transformation de la nature de 48 à 54 environ est un plan qui a marqué l'arrêt de la période de famine en Union soviétique. Et en même temps, c'était le plan... Alors ça peut faire peur, parce que les soviétiques, ils s'en foutaient à l'époque de savoir comment on allait ressentir le terme ici, aujourd'hui. Grand plan de transformation de la nature, c'est pas bon du tout, quoi. La nature, il faut la laisser tranquille, il faut pas y toucher, justement. C'est ça l'idée de l'écologie aujourd'hui. Non ? Eux, ils ont fait... C'est l'image qui est là, vous voyez. Là, on a l'impression, quand vous regardez l'image de la couverture, c'est pour ça qu'on a choisi ça, c'est un quadrillage sur des grands territoires. C'est un territoire qui est grand comme la France et le Benelux, un peu même plus que ça, sur les fameuses terres noires du sud, au sud de Moscou, où ils ont fait un plan d'afforestation, complètement. Afforestation, il faut savoir que les agronomes écologes aujourd'hui, ne jurent que par les arbres, c'est-à-dire que l'agroforesterie, sachant que ce qui peut restituer les qualités du sol, ce sont les arbres, à la fois par les racines, par la vie qu'elles développent et aussi par les feuilles, enfin par toute la matière organique que ça produit, c'est presque la solution de la productivité non liée aux pesticides. Ils ont fait un plan d'afforestation avec des bandes de forestières de 200 mètres sur 200 mètres, en encadrant des champs dans lesquels ils faisaient de la polyculture. Polyculture aussi, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, ça s'oppose à la monoculture intensive qui détruit les paysages, on connaît bien les paysages français depuis les années 50. Donc la polyculture, c'est aussi une façon de faire s'entraider. Alors vous voyez, ça a l'air d'être idéologique, ça a l'air d'être un parti pris, oui, mais elles vont s'entraider, peut-être une lutte de classe entre végétaux, j'en sais rien. Mais non, en fait, on s'est rendu compte en agronomie qu'il y a effectivement des relations entre les plantes d'un écosystème et que je ne vois pas pourquoi on n'en tirerait pas parti. Si ça existe, alors utilisons-le. Et l'idée, c'est pas de respecter la nature et de se mettre à manger moins, c'est d'essayer de connaître la nature scientifiquement le plus précisément possible pour en tirer le meilleur parti. On est les jardiniers de nos terrains, de nos territoires. On a en charge de les respecter parce que c'est eux qui nous nourrissent, et donc de les connaître scientifiquement et de les exploiter au mieux, non pas pour faire de la production intensive, mais pour diversifier la production. De toute façon, la monoculture, c'est clair, dans les pays du Sud, chaque pays produit un truc, et il le vend, et puis il achète tout aux États-Unis en échange, quoi. Où la canne à sucre, il faisait pareil, les cubains faisaient pareil avec l'Union soviétique jusqu'à un certain point avec la canne à sucre, et ils se sont mis à rediversifier leur agriculture pour des raisons clairement d'alimentation de la population. Ils ne sont pas entièrement parvenus, mais enfin ils ont un résultat qui dépasse de très loin tout ce qu'on peut faire en Amérique latine, en termes d'autosuffisance, et ils sont en bonne voie de continuer, justement. En Russie, c'est pareil. En URSS, en Russie, en URSS, plus largement, vous aviez une telle diversité de paysages sur une surface immense que ça se comprend même que, puisque les surfaces ne sont pas limitées, ce qui impose ici, par exemple en Europe, de faire de l'agriculture intensive, parce que quand tu as une surface que tu ne peux pas étendre, tu vas la doper pour faire de l'agriculture intensive. Là, c'était plutôt l'agriculture extensive. Alors, c'est pas bien non plus pour les écolos de parler d'agriculture extensive, mais quand on dit qu'il faut fertiliser des sols qui ne le sont pas encore,
Alors là, on écoute. Parce que clairement, l'Union soviétique, c'est une foule de sols différents. C'est pas un hasard si dès le 19e siècle, les premiers pédologues qui sont intéressés aux classifications des sols, etc., donc avant l'URSS, hein, étaient russes, parce que justement c'est là où il y avait la plus grande richesse de type de sol. Et ben, ils se sont posé la question, tiens, il n'y a qu'un tiers de la surface du territoire qui est fertile, qui peut servir à l'agriculture, ben, essayons de faire que ce soit 2 tiers. Mais comment? En connaissant justement les sols. Donc ça, c'est un point de vue très rationnel, très dialectique, parce que justement, on s'occupe évidemment des végétaux qu'on va faire pousser, mais on s'occupe en premier lieu de comment restituer la vie au sol, au lieu de la tuer avec des pesticides, de la remplacer intégralement par des produits chimiques, et ben par la remplacer par de la vie qui va faire que justement il y aura de la coopération, il y aura suffisamment, enfin tous les trucs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tous les trucs qui parlent aux écolos aujourd'hui qui font pousser du bio, hein, étaient à l'honneur à cette époque. Alors pourquoi il y a une rupture aussi en URSS? C'est une rupture politique concrètement, c'est-à-dire qu'on confond souvent, quand on a entendu parler des termes grand plan de transformation de la nature, c'est un plan qui a été abandonné, je veux dire, du vivant de Khrouchtchev, qui a lui développé un autre plan qui s'appelle la campagne des terres vierges, et qui était clairement, nous on est communistes, on va faire comme les Américains, puis on fera mieux parce qu'on est communistes, quoi. Et du coup, ils sont alignés, y compris techniquement, chimiquement, etc., sur ce qu'on faisait là-bas et en Europe. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à avoir des problèmes d'importation de céréales, parce que ça manquait, qu'il fallait manger plus de viande, etc. Donc, il y a clairement 2 périodes en URSS. C'est vrai qu'on a plutôt intérêt, quand on est écologiste, à s'apesantir sur la 2e période et à oublier volontairement la 1re période. Si vous lisez un peu des livres là-dessus, vous verrez que, en fait, clairement, le manque, c'est les années 30 et 40. Parce que des auteurs comme Paul Ariès, par exemple, qui est un décroissant assez connu, a écrit un livre il y a 2 ans sur la République des Soviets, dans lequel il disait qu'en gros, c'était un gros mai 68 qui avait fait une explosion d'idées dans tous les domaines. Donc il y avait une partie de son bouquin sur la pédagogie, l'art, etc. Et aussi l'écologie. Mais curieusement, et je trouve que c'est symptomatique, finalement. Non pas lui, Paul Ariès en tant que tel, mais je veux dire, c'est symptomatique de ce qu'on pense aujourd'hui. Il parle des apovedniks, donc des aires. En fait, clairement, il y a eu une loi en 1921, édictée par Lénine, qui a interdit. Donc, alors, les apovedniks, c'est des réserves naturelles. Hein, voilà. Il y a une classification des réserves naturelles. Si vous regardez, actuellement, on a un système avec des lettres, A, B, C, D, quoi. Donc les apovedniks, c'était les A+, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, c'était les surfaces où tu n'avais pas le droit de rentrer du tout. Il n'y a que certains scientifiques qui rentraient à certaines périodes, c'était réglementé, etc. Et ça, c'était des territoires immenses, hein, je veux dire. Et ce qui est bizarre, c'est que le nombre des apovedniks sur toute la surface, donc eux, ils étaient fiers de leur diversité de paysages, donc il y en a partout, en fait, y compris maintenant, en Russie. Et ces surfaces n'ont cessé d'augmenter. En fait, elles ont commencé vraiment à baisser en 51, donc c'est pas tout à fait Khrouchtchev. Mais c'est pas non plus les années 20, quoi. Donc ça a commencé à baisser, même il y a un creux pendant la guerre, évidemment, mais ça aurait augmenté après, puis ça a baissé en 51, concrètement. Donc ça, on parle pas d'agriculture, on parle de respect de la nature. C'est beaucoup plus... Ça parle plus aux écolos d'ici. Là aussi, on pourrait parler des soviétiques. Effectivement, ils respectaient la nature de ce point de vue-là. Et on peut voir encore aujourd'hui l'héritage soviétique dans les apovedniks, dont les Russes sont actuellement très fiers encore. Concrètement, alors, je ne sais pas si maintenant ça a peut-être changé de classe, hein, peut-être que maintenant on peut faire de l'écotourisme sur place. C'était pas tellement le but à cette époque-là. Il y avait ça. Il y avait le fait qu'on allait respecter les forêts. Vous savez qu'il y a beaucoup de forêts en URSS. Donc ça aussi, c'était un élément très important. Mais curieusement, Paul Ariès ne parle jamais d'agriculture. Pourtant, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, l'agriculture, c'est fondamental pour ceux qui parlent du bio. Pourquoi on ne parle pas d'agriculture en URSS? Et bien parce que justement, ça pose un problème. On a trop raillé. Moi, je me souviens, maintenant je suis un peu vieux, hein, c'est mon époque à moi, les années 80, les 90. On était vraiment dans la diabolisation de l'Union soviétique, hein, c'était la fin, ou c'était après la fin, mais pour les savants qui étaient
dans la génétique pure et dure, quoi. Je veux dire, un modèle très idéologique, où tout est décrit par des gènes. Ils se moquaient intégralement des soviétiques. Je veux dire, c'était vraiment... Et là, il y a des écrits. Donc tu peux lire, tous les scientifiques de l'époque se moquaient des soviétiques parce qu'ils n'utilisaient pas les produits chimiques. C'était bête ou quoi? Et en plus, après la guerre, c'était du suicide presque pour eux. De faire un plan sans pesticides à cette échelle en 48 après la guerre, ils sont fous, quoi. Nous, on a compris, nous on fait autrement. Donc, clairement, c'est ça qui est assez intéressant du point de vue de ceux qui, dans le modèle dans le mode de pensée écologiste, ne se concentrent pas sur l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est l'agriculture. Voilà. Et l'agriculture, c'est évidemment par là qu'on revient à Cuba, puisque c'est aussi à Cuba le principal problème d'alimenter en dépendant le moins possible de l'extérieur. Et même maintenant, c'est plutôt l'inverse. Hein. Ils exportent des agronomes, mais ils exportent aussi des semences en Amérique latine, hein, notamment dans les pays d'Alba, quoi. Des semences, ils exportent aussi des lombrics. Vous voyez, les lombrics, c'est un peu considéré comme les fertilisants naturels du sol, quoi. Donc ils ont des lombricicultures réputées, ils ont même un excédent puisqu'ils l'exportent. Et donc tout ça est fait avec une volonté politique qui ne s'affiche jamais comme écologique. Ils vont jamais mettre une petite feuille verte. Peut-être maintenant, à la limite, ils commencent à se rendre compte quand même, il y a beaucoup de tourisme à Cuba. J'imagine qu'il serait bête aussi de ne pas s'en servir. Mais il commence à y avoir d'écotourisme aussi à Cuba. Mais au départ, en tout cas, leur expérience se fonde sur une nécessité politique qui est celle de l'indépendance nationale et de la souveraineté nationale. Et concrètement, c'est tout l'inverse de ce qu'on pense ici. Vous voyez, Europe, écologie, les Verts, c'est quoi on appelle ça c'est antinomique, un oxymore. C'est un oxymore, vous voyez ce que je veux dire? C'est le contraire même. Je veux dire, l'Europe détruit encore plus que si on avait une souveraineté nationale en France ou dans d'autres pays, où la question clairement posée, ce serait comment on va faire pour manger ici, sans à la fois opprimer les agricultures de pays qu'on domine, et pour essayer de manger local, comme on dit. Donc ça, c'est clairement pas l'Europe qui fait la promotion de ça. Europe Écologie Les Verts, ça fait bien, on est pour l'Europe, mais en réalité, au fond de cette pensée-là, les mecs n'ont pas compris qu'il faut bien plus faire confiance à des systèmes politiques qui font de l'écologie réelle sans l'avoir voulu, malgré eux, qu'à des gens qui affichent leur logo écolo et qui ne font rien, ou qui font pire. Je veux dire, qui font pire, on parle du glyphosate et puis après on abandonne, on sait très bien. Je veux dire, c'est dingue d'ailleurs cette question, parce que vous savez, on fait semblant qu'on va interdire le glyphosate. Au passage, quand on est matérialiste, on se soucie beaucoup plus des conditions de travail des paysans par rapport au glyphosate que de ceux qui vont le manger. Parce que concrètement, nous on lave nos fruits et nos légumes, c'est pas nous qui sommes les plus touchés par les pesticides et les engrais, concrètement. Quand on mange bio, ce serait plus pour aider les producteurs qui vont pas s'intoxiquer que pour ne pas s'intoxiquer nous-mêmes. C'est plus altruiste qu'on le croit, en fait. Hein. Bon, comment dire, dans cette vision-là, évidemment, en France, on essaie de développer, on fait beaucoup, enfin, on dit beaucoup, mais on ne fait jamais. Quand on regarde, par exemple, l'année dernière, le Vietnam décide d'interdire le glyphosate à l'échelle nationale. Donc, cette interdiction, c'est quoi? C'est une décision de l'État, concrètement. Sans décision de l'État, ça ne s'arrêtera jamais. C'est pas parce que tu arrêtes ton robinet quand tu brosses les dents que ça va changer. Donc, c'est des décisions de l'État qui valent quelque chose. Dès qu'ils ont interdit, vous imaginez, le Vietnam, on a l'impression que c'est pas grand-chose comme pays dans le système mondial agricole. Tout de suite, les États-Unis ont demandé une sanction à l'OMC contre le Vietnam pour criminaliser, etc. Tout de suite. Mais c'est vous dire à quel point, pour eux, c'est fondamental. Dès qu'il y a un pays qui s'enlève de cette interconnexion, pour eux, c'est presque une catastrophe. Bon, c'est pas la Chine qui a décidé ça, c'est le Vietnam. Donc c'est fou. C'est-à-dire que clairement, la question politique est tout de suite mise sur la table. On croirait que tout le monde va sauter. Pourquoi les écolos ne sautent pas de joie quand le Vietnam décide d'interdire le glyphosate? Personne n'en parle. Bizarre. Et par contre, quand on les criminalise, personne n'en parle non plus. C'est normal. Voilà pourquoi, finalement, alors moi,
si vous voulez, je suis à la fois marxiste, communiste, et puis j'ai été intéressé par ces questions de par ma formation en sciences naturelles, pour faire simple. Je suis prof de SVT. Donc c'est resté assez généraliste, je suis pas devenu, moi je suis pas agronome, hein, je suis pas un praticien, mais je suis quand même capable de comprendre, c'est ça l'intérêt pour moi du travail, je pense qu'il devrait se développer avec des vrais praticiens, que cette pratique nécessite le retour d'un héritage qui serait justement cet héritage soviétique jusqu'à un certain point, donc en se penchant sur des écrits qui n'ont peut-être pas été traduits jusqu'à maintenant, mais qui seraient peut-être utiles, y compris pour les producteurs, et peut-être même d'ailleurs pour les Cubains, parce que j'aimerais savoir, je pose souvent la question à des diplomates, je suis partie d'une association France-Cuba, où on discute avec des diplomates cubains qui sont peut-être pas les premiers, les mieux à même à répondre à ces questions-là, quoi. Mais est-ce qu'ils ont vraiment conscience que leur expérience d'aujourd'hui vient en écho avec justement ce qui s'était passé en URSS à une certaine époque, hein, je pense qu'ils seraient heureux de le savoir, mais justement ils seraient peut-être intéressés de voir, même si c'est pas les mêmes climats, c'est pas les mêmes sols, etc., ils seraient peut-être intéressés de savoir comment on fait. Dernière chose, c'est combien de temps il me reste encore? Ça va? Ouais, c'est bien, 5 minutes. 10 minutes, comme vous voulez. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Et qui seraient intéressés, les Cubains, de savoir comment... Oui, c'est ça, voilà. En fait, les raisons du succès, peut-être finir par ça, les raisons du succès du modèle cubain en matière d'agroécologie, pour être concret et sur une situation qu'on peut vérifier aujourd'hui, qui ne nécessite pas un travail historique sur les années 40 en URSS. Il y a plusieurs niveaux pour expliquer cette réussite et qui sont tous importants. Il y a un niveau, je dirais, de superstructure et aussi des considérations liées au rapport de production, enfin, dans la paysannerie cubaine. Au niveau de la superstructure, il y a des choses qui sont évidentes. Mais évidemment, les écologistes ne peuvent pas les prendre à leur compte. On ne peut faire d'agroécologie dans un pays que si l'État possède toutes les terres. C'est tout. S'il ne possède pas les terres, est-ce qu'il va essayer de convaincre les grands propriétaires terriens qui font ce qu'ils veulent, qui sont en adéquation? Donc, je pense à la Tunisie, mais on pourrait, voilà, mon expérience est limitée, mais les grands propriétaires terriens qui sont directement vendus à l'impérialisme français, européen ou américain, c'est pas eux qui vont changer, au contraire, eux ils font la guerre en Tunisie aux petits producteurs justement qui essayent de faire du bio. Donc, ils leur font la guerre même juridiquement, hein, c'est hard, hein, c'est beaucoup plus dur qu'ici. Donc si l'État possède la terre, il peut décider de comment la gérer. Et il peut décider de la subdiviser, de faire des petits lopins et de les donner en usufruit gratuit, comme on dit, à des collectifs de travail, ce qu'on appelle des coopératives, ou plus communément appelées des kolkhozes, concrètement. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un kolkhoze? C'est une coopérative qui n'a pas de loyer à payer. C'est ça un kolkhoze. C'est une coopérative qui n'a pas de loyer à payer et dont les travailleurs peuvent partir en vacances le week-end parce qu'ils font un roulement. Donc c'est ça un kolkhoze concrètement. Et ça explique pourquoi, bon là, écologie mise à part, ça explique pourquoi les paysans soviétiques ou les paysans russes ont eu tant de... le pouvoir russe a eu tant de difficultés à sortir les paysans des kolkhozes, y compris maintenant, où il en existe encore certains, comme vous le savez peut-être. Notamment un kolkhoze Lénine à Moscou, qui fait du bio. Bizarre. Il fait du bio, et c'est pas par le mec qui fait pas... Enfin, c'était le candidat du Parti communiste d'ailleurs, qui est le président de ce kolkhoze-là, qui est très connu, pour dire que voilà, pour eux c'est presque aussi encore dans leur culture d'y faire ça. Mais à grande échelle, vous voyez, c'est pas des petits. À Cuba, c'est la nécessité de transformer l'outil de travail, de transformer les rapports de production en situation de quasi-guerre, quoi, je veux dire, la période spéciale. Il n'y a pas de belligérant direct, mais on est comme si c'était la guerre, hein, concrètement, il n'y a plus rien. Donc, à ce moment-là, tous les grands sauf-causes qui produisaient en masse des cannes à sucre, on a décidé de subdiviser tout ça. Il en reste, hein, mais de subdiviser tout ça et de donner ça à des collectifs de travailleurs qui, alors, vous savez comment on le dit, hein, sur BFM TV, on va dire que c'est de la privatisation. D'accord? On va dire qu'on privatise l'agriculture en faisant ça, puisqu'on passe des sauf-causes, donc des fermes d'État,
de grande dimension à des kolkhozes, mais ils disent pas des kolkhozes, enfin à des petites parcelles. Mais si ces parcelles sont gérées par des collectifs qui n'ont pas de loyer à payer, parce que l'État reste juridiquement propriétaire de la terre en fait, et qui sont aidés à la fois techniquement par l'État, on vient les conseiller, on envoie des agronomes pour les aider à savoir, parce que c'est clair que les paysans cubains depuis 40-50 ans, ils font de l'agriculture intensive, sous l'égide d'un commerce avec Moscou, les mecs ils vont pas changer leur façon de raisonner comme ça du jour au lendemain. Pour eux, ça leur fait peur de passer à l'agroécologie. Ils n'ont pas envie, quoi. Ils savent ce qui marche. Maintenant, on n'a plus de pesticides, on n'a plus rien, mais comment on fait? Donc, ils ont besoin d'aide. Donc, l'État est là pour mettre en œuvre quelque chose qui est tout sauf simple, hein, concrètement. Ils se disent, voilà, ça va être une catastrophe, à rien produire, etc. L'histoire montre que maintenant, ils produisent plus en quantité, hein, avec plus de diversité, et ils produisent plus de biomasse aujourd'hui qu'avant que dans les années 80, c'est-à-dire avant la période spéciale. Donc c'est une réussite de ce point de vue-là, même s'ils ne sont pas arrivés à la hauteur de nourrir 100% avec leurs fruits et légumes, mais c'est 75 ou 80%, je crois. Ce qui est déjà énorme. Voilà. Et puis, deuxième élément, système éducatif, les paysans ont un niveau scolaire élevé qui leur permet aussi de comprendre ce que le camarade agronome va lui dire, quoi. Je veux dire, c'est pas si simple. Hein. Donc vous avez une population qui est scolarisée, qui a un haut niveau d'éducation par rapport, comme vous savez, à d'autres pays d'Amérique latine, si on compare ce qui est comparable. On a un niveau un développement universitaire qui est suffisant justement pour produire des agronomes qui sont pas sous la coupe de l'agro-business comme ici. Vous avez des gens qui ont des prix même décernés à New York, un truc fou quoi. Il y en a un qui avait un prix décerné à New York sur son travail sur les semences, et il n'a pas pu y aller parce qu'il n'avait pas son visa. L'équivalent du prix Nobel mais pour les agronomes, hein. C'est un Cubain qui l'a eu. Et puis, du point de vue des rapports de production, et je pense que c'est presque ce qui est le plus important, c'est une campagne de formation en interaction entre les paysans qui s'appelle Campesino à Campesino, donc de paysan à paysan, et qui est en fait ça n'a pas été inventé à Cuba, ça a été inventé historiquement dans les années 70 au Venezuela, au Nicaragua, pardon, et qui est sous l'égide d'un syndicat, d'une internationale paysanne qui s'appelle Via Campesina, dont dépend le fameux syndicat paysan cubain qui s'appelle l'ANAP, A-N-A-P, donc syndicat de petits paysans, c'est pour dire que c'est pas des propriétaires terriens, quoi, et que leur syndicat est vraiment très puissant pour gérer les problèmes qui pourraient exister entre paysans, mais y compris pour savoir qui va cultiver quoi, comment ils peuvent s'entraider entre eux. Donc c'est pas que un problème d'agronome, c'est un problème de tiens, toi tu as le même genre de sol que moi, je vais te dire comment j'ai fait, etc. Et que vous allez trouver des clubs, enfin des cercles de formation entre paysans dans les moindres recoins de la campagne cubaine pour justement mettre en œuvre sur le terrain et sans stress, enfin avec le moins de stress possible, une politique agroécologique qui a été décidée politiquement au niveau du pays entier, pour des raisons qui ne sont pas des raisons d'écologie abstraite, quoi. Ouais. Voilà, donc je vais peut-être terminer là-dessus, peut-être que vous avez envie de poser des questions, on ira un peu plus loin si vous voulez. Voilà, merci.